Otep à tous et bienvenue dans l'éveil en héritage, le podcast dédié à l'éveil, à l'éducation et à la transmission de la culture noire africaine au sein de la diaspora. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du livre de notre doyen, Ndombi Fakoli. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, parce que c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps à produire. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai décidé de résumer ce livre en fait chapitre par chapitre parce que c'était plus simple pour moi et également pour vous. Je pense que comme ça au moins je ne rate pas vraiment d'informations. Comme vous le voyez, voilà, le livre il est vraiment pas très épais. Il fait à peu près une centaine de pages. Donc il n'est pas du tout épais et il se lit assez rapidement et assez facilement. Au niveau de l'introduction, le doyen nous dit que la jeunesse africaine possède deux particularités majeures qui la rendent particulièrement vulnérable aux attaques extérieures. Donc la première est sa couleur de peau, donc c'est-à-dire son identité physique, historiquement associée à la domination, à la dévalorisation et au racisme. Et la seconde est la richesse exceptionnelle du continent africain, tant sur le plan des ressources naturelles que du potentiel humain. Donc selon Ndombi, le complot dont il est question dans ce livre vise à déposséder la jeunesse africaine de ses deux atouts fondamentaux, ses richesses matérielles et son pouvoir et ses particularités physiques. Ce complot cherche à convaincre les jeunes Africains qu'ils ne peuvent rien changer à cette situation. Richesse du corps physique. Donc c'était pour compléter en fait les deux atouts majeurs des Noirs, leur terre et leur corps. Donc au niveau du corps, pourquoi c'est une richesse? Pourquoi le corps africain est une richesse? Des travaux publiés par notre équipe et d'autres ont montré que des souris nourries avec des champignons noirs, largement utilisés dans la cuisine chinoise et d'autres cuisines, étaient protégées contre de très fortes doses de radiation externe, a déclaré Dada Chauvard. On ne peut pas manger un champignon et être protégé indéfiniment. Mais si l'on subit une radiation pendant que la mélanine du champignon se trouve dans le tube digestif, celui-ci protège contre de très fortes doses de radiation. Et donc, comme je disais dans ma vidéo précédente, en fait, des chercheurs se sont rendus compte que une zone qui avait été, je crois c'est à Tchernobyl, qui avait été radiée de manière très très concentrée en radiation nucléaire, et donc on a envoyé en fait un robot dans cette zone pour pouvoir en fait explorer, et donc on s'est rendu compte que dans cette zone-là, il y avait des champignons noirs qui non seulement arrivaient à se développer, et en plus ils colonisaient clairement cet endroit-là où aucun organisme vivant ne pouvait normalement vivre en fait, ne pouvait vivre, se reproduire, etc. Et ce champignon-là, il est en train il était épanoui, il vivait sa best life en fait. Et de là, bien sûr, on a récolté ce champignon-là pour l'étudier. On s'est rendu compte que ces champignons-là, ils avaient une haute dose de mélanine en eux. Cette haute dose de mélanine en eux agissait en fait comme quelque chose qui neutralise, qui absorbe en fait les radiations chimiques. Ok, et donc de là, les scientifiques se sont mis à se dire, bon, vu que au niveau du cancer, au niveau, on utilise énormément de radiation. Je veux dire, j'ai fait des études paramédicales. Je sais que il faut vraiment se protéger quand il s'agit de radiation. Ce n'est pas bon de faire des examens, certains types d'examens médicaux quand tu as un bébé dans le ventre, parce que au niveau des radiations, ça pourrait être dangereux pour ton enfant. Et même au niveau des échographies, on te dit, il faut limiter les échographies parce qu'il y a des ondes et des radiations qui pourraient également être nocives pour le bébé, parce qu'à forte dose, les radiations sont toujours nocives. Et donc, on se dit, vous imaginez, en se disant qu'on trouve un champignon, que quand tu le manges, grâce à cette mélanine, juste en le mangeant et qu'il est dans ton corps, pendant que tu subis, par exemple, une radiographie, ce champignon-là absorbe, en fait, ces radiations nocives qui pourraient abîmer tes organes. Et on le dit aussi, dans ces études-là, ils te disent à quel point, au niveau du soin du cancer, la plupart du temps, les patients décèdent, pas spécialement du cancer, ils décèdent suite aux radiations chimiques. C'est ça, en fait, la majorité du temps qui finit par tuer le patient. Ce n'est même pas le cancer, c'est la dose des radiations chimiques. Donc, tu imagines que
quand on découvre que la substance mélanine permet à des personnes de résister aux hautes doses de radiation dans lesquelles et que ces champignons mélanisés arrivent à évoluer dans des endroits complètement hostiles, vous comprenez que il n'y a pas que notre terre qui est riche en fait. Nous aussi, notre peau, ce qu'on est, on est riche. Il faut qu'on le sache. Tu es invincible parce que tu as des armes qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir. Des armes supérieures à leurs armes mécaniques. Tu es la quintessence de la substance de la mère primordiale qui t'a confié sa mélanine qui fait de toi le gardien, la gardienne de sa création. Je continue. Les doses de radiation dans l'espace sont énormes, a-t-elle déclaré. Donc c'est Dada Chovar, celle qui écrit l'article. Donc c'est bien que ces astronautes américains et cosmonautes russes explorent l'espace, mais ces personnes sont à part. Elles sont sélectionnées pour être en excellente santé, notamment parce que les doses de radiation qu'elles reçoivent sont considérables. Personne, même des personnes aussi en forme, aussi entraînées et aussi saines que ces astronautes, ne pourraient supporter de telles doses de radiation pendant une période aussi longue. Voilà. En gros, la plupart des gens, les cosmonautes, subissent énormément de radiation lorsque les vaisseaux décollent. Ok, les fusées, je ne sais pas quel engin ils utilisent pour aller explorer, mais on se rend compte qu'au niveau physique, même s'ils sont entraînés, ils subissent énormément de radiation physique et c'est très compliqué pour eux de résister à cela. Mais on se rend compte que la mélanine permet d'absorber, tout comme les UV. Vous voyez les UV, pourquoi en Afrique on n'a pas beaucoup de cancer de la peau? Pourquoi, voilà, je vais dire nos ancêtres, ça m'étonnerait qu'ils mettaient de la crème solaire. Ici, le marketing a su convaincre certaines personnes noires, mélanisées, qui ont déjà en fait la mélanine dans leur peau qui permet en fait d'absorber une bonne partie des UV sans toutefois que cela soit nocif. On arrivait à les convaincre qu'il fallait mettre une crème cancérigène sur leur peau qui va finalement leur donner le cancer plus que les rayons du soleil. Bref, les peaux mélanisées sont capables en fait d'absorber une haute quantité de radiation nucléaire et de radiation spatiale, les radiations que tu retrouves dans l'espace. Si l'on envisage des vols spatiaux de longue durée, comme une mission vers Mars, il faut protéger ces personnes. Si on envisage d'aller sur Mars, il faut protéger ces personnes. Ok? Vous imaginez Elon Musk, par exemple, c'est lui, SpaceX. Vous imaginez cette personne-là, Afrikaners de sang, Afrikaners qui a participé à Apartheid, Afrique du Sud, etc. Ce genre de personne qui te crée SpaceX et qui se rend compte qu'en fait, ces noirs-là, que je ne considère pas spécialement comme des humains et que je fais le signe du Reich, ces mêmes personnes-là pourraient m'être utiles pour aller explorer l'espace. Vous pensez qu'il va se dire, ah ben tiens, je vais être gentil avec ces gens-là finalement? Ou vous pensez que ça risque d'amener à une nouvelle exploitation? Et ces recherches-là ne datent pas d'aujourd'hui. Les premières recherches qui ont été faites sur la mélanine, vous savez, à l'époque de l'esclavage, il y a tellement de recherches. Je veux dire, le fait que les Noirs, nos ancêtres, résistaient, parce que l'esclavage n'a pas été que sur les Noirs, ça a duré sur les Noirs juste parce qu'on était vraiment d'une résistance extrême. Vraiment, à l'instar des champignons là qui se développaient à Tchernobyl, dans les endroits les moins accueillants de la Terre, les Noirs, on a développé également cette capacité d'endurance extrême, les conditions extrêmes. On a été capable d'endurer ça pendant 500 ans, où la majorité des humains n'auraient même pas duré ça pendant même une dizaine d'années. Donc nos ancêtres, les enfants sont nés, etc. Ils arrivaient à survivre dans des conditions atroces pendant des siècles. Donc, on va continuer. Alex Riley, qui est un écrivain scientifique, primé, auteur de Supernatural, a écrit un article qui s'appelle « Comment la vie s'épanouit dans des endroits impossibles ». Comment les Noirs ont pu s'épanouir pendant plus de 500 ans dans des conditions de vie impossibles. Ici, on dit « Tout comme ces moisissures noires qui ont colonisé
un monde abandonné à Tchernobyl, peut-être pourrait-elle un jour protéger les premiers pas sur de nouveaux mondes ailleurs dans le système solaire. Est-ce que vous sentez la grosse douille venir? Ok? Vous sentez la grosse douille venir? Parce que nous, on nous a pris pour du cuir. Il y a une époque, vous voyez comme on fait la peau de serpent, quand on fait des Birkin et tout ça là. Il y a eu également des vêtements faits en peau de noir. Tellement ces malades-là se disaient que les noirs sont tellement résistants, ils se sont dit, on va porter leur peau. Tu te dis comment toute une planète entière peut admirer des gens qui pensent comme ça. Tout ce que les gens là ont pu faire comme expérience pour savoir le secret de notre résistance, pour savoir en fait finalement comprendre que c'est peut-être la mélanine. Pour en arriver là, ce n'était pas parce qu'on voulait, c'était pas par amour pour le noir. C'était parce qu'on voulait s'approprier cela. Comme on veut s'approprier les terres, on se disait, c'est quoi leur secret de résistance, de surhomme comme ils ont là? Comme ça, on peut s'approprier ça. Comme ils ne savaient pas se l'approprier, ils se sont mis à se moquer. Ils ont dit, bon, comme on ne peut pas l'avoir, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le dénigrer. Avec la nouvelle technologie, on s'est rendu compte en fait que les noirs, la mélanine, permettait en fait d'avoir une haute conductibilité. Et c'est à cause de cette haute conductibilité que, vous voyez dans les films, souvent les noirs, les héros noirs, vous voyez Truth Lightning, Black Lightning, Tornade, etc. Il en parle dans son article, il dit beaucoup de héros Marvel noirs ont comme pouvoir la capacité de conduction, d'utiliser en fait l'éclair. Le fait qu'ils aient ces pouvoirs-là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que on savait que les Noirs avaient ce pouvoir en fait de haute conductibilité. Par exemple, il en parle dans son article, allez le lire, c'est un trésor cet article-là, le lien il est là. En fait, il part du fait que, vous voyez par exemple tout ce qui est mécanisme, pacemaker, tout ce qui est protège de la hanche, etc. On se rend compte que lorsque ces objets-là, on arrive à introduire de la mélanine chimique, qui n'est pas aussi forte et fiable que la mélanine humaine, qui ne vaut pas la mélanine humaine, mais cette mélanine chimique fabriquée en laboratoire permettait une meilleure conductibilité de ce type d'appareillage. Ici, donc, Caleb Flenory, lui, il dit ici, parce que lui, il parle en tant que noir de cette mélanine-là, il dit, l'intérêt croissant pour le mélanine et son potentiel en tant que ressource vitale pour l'humanité fait planer une menace sur ma communauté de la diaspora africaine. Celle d'être à nouveau observée avec malveillance et réduit à ce que nous avons à offrir plutôt qu'à ce que nous sommes en tant qu'être humain. Il a dû y venir. Donc le jeune homme, il apprend, parce que dans cet article-là, en fait, il dicte, il énonce en fait tout ce que les scientifiques ont découvert jusqu'à présent à propos de la mélanine. Je vous implore vraiment, chers parents, allez lire ces articles-là et enseignez vos enfants, parce que vraiment le but c'est ici que les parents prennent la connaissance pour pouvoir vraiment l'instaurer à leurs enfants. C'est vraiment leur redonner leur couronne, remettre la couronne sur la tête de vos enfants en les éveillant. Donc au niveau du chapitre 1, les moyens utilisés pour déposséder la jeunesse africaine. Donc là, on va parler beaucoup, voilà, il parle de soumission mentale qui a été vraiment, qui passe par l'aliénation spirituelle, donc où l'Africain est coupé de ses croyances et de sa vision du monde, donc de ce qu'il est, de son essence, et également l'aliénation culturelle qui pousse les jeunes à rejeter leur culture au profit de modèles occidentaux perçus comme supérieurs. Voilà ce que je disais avant. La domination mentale empêche toute prise de conscience collective et toute volonté de libération. Donc voilà, ici je vais vous passer une petite vidéo en fait qui complète pour moi voilà, ce chapitre 1. C'est-à-dire, j'ai expliqué aux jeunes que les prières établissent une relation fluidique entre les ancêtres, établissent un pont, une autoroute qui fait qu'il y a un échange permanent
entre les vivants et les morts. Et que aussi longtemps qu'ils étaient chrétiens ou musulmans, toutes les prières qu'ils faisaient étaient adressées aux ancêtres d'autres peuples et pas à leurs propres ancêtres. Donc il faut revenir vers eux-mêmes pour adresser maintenant leurs prières à leurs ancêtres qui vont les aider. Parce qu'un père qui est digne de son nom ne va pas s'occuper des enfants d'autrui avant de s'occuper de ses propres. Ses propres enfants. Vous savez, j'ai un monument de guerre ici, devant chez moi. Et ce monument de guerre, tu as tous les soldats qui sont décédés pendant, je pense, la guerre 40-45, je pense qu'il est marqué ça dessus. Et il y a les noms des personnes qui ont combattu et qui sont décédées dans la région ici. Ce monument-là, 2 fois par an, ils viennent ici, là, avec des trompettes, des fleurs et tout pour honorer leurs morts. Je veux dire, on ne vous oublie pas. Comme les Occidentaux ont décimé l'Afrique par le biais de l'esclavage. De 850 millions d'habitants, ils ont réduit la population africaine à 150 millions. Voilà le travail qu'ils ont fait. Et pour continuer d'asservir l'Afrique, la femme noire et l'homme noir, ils lui ont amené leur religion qui tue pour survivre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Toujours adossés, toujours accompagnés par le Dieu menteur, truqueur et sanguinaire, qu'on appelle le Dieu de ta mère, c'est-à-dire l'Éternel, le Père de Jésus et Allah. Quand il a fallu se retirer de l'Afrique physiquement, ils ont préparé des satrapes, ils ont préparé des traîtres dans leur usine de production de traîtres, que sont la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, accessoirement la Lions Club, il y a une autre dont j'ai oublié le nom. En tout cas, à travers ces sectes, ces autres sectes sataniques n'existent pas dans nos langues, mais ce sont eux qui l'ont inventé, et ces sectes sont sataniques, ces sectes sont malveillantes, sont malfaisantes. La franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix, surtout, sont des usines de production de traîtres. Ils ont donc produit des traîtres africains pour leur confier la gestion de ce qu'ils continuent de considérer comme le bien propre, c'est-à-dire l'Afrique. Pour aider ces traîtres à se maintenir au pouvoir, ils ont inventé la démocratie. Donc, la suite ici, les moyens utilisés pour déposséder la jeunesse africaine, il y a non seulement l'aliénation spirituelle et culturelle, on a aussi l'expropriation des patrimoines africains. L'auteur va un peu nous expliquer que l'Afrique est officiellement propriétaire de ses ressources naturelles, mais elle ne contrôle pas l'exploitation ni le prix sur le marché international. L'Europe impérialiste conserve une mainmise sur les ressources, empêchant les pays africains de fixer librement les conditions en fait économiques dans lesquelles doivent se passer l'échange en fait. Donc c'est vraiment la manière dont ils vont exproprier les patrimoines africains en se disant oui c'est chez vous, mais c'est nous qui fixons le prix, c'est nous qui fabriquons votre monnaie. Donc ce n'est pas parce que les indépendances ont été prononcées que du jour au lendemain les Africains ils étaient libres. On n'est toujours pas libres. Avant, ils faisaient ça en Afrique. Ils sanctionnaient les chefs d'État, ils sanctionnaient toutes les personnes politiques qui essayaient justement de parler contre les relations France-Afrique ou coloniales ou néocoloniales. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'importer ça en Europe également. Ils sont en train également d'apporter ça avec leur propre population. Il dit que voilà, les Africains ne peuvent pas fixer librement leur prix. Donc c'est pour ça qu'en fait ils ont pas la mainmise en fait. C'est l'extérieur qui a la mainmise sur les ressources naturelles de l'Afrique, qui est officiellement propriétaire, mais de manière officieuse, elle n'est pas propriétaire. Donc on a la prise de contrôle des leviers économiques et industriels. Donc les institutions comme le FMI et la Banque mondiale jouent un rôle central dans cette domination à travers les politiques de privatisation. Voilà, on te permet de privatiser les ressources essentielles à l'humanité, à un peuple. On te privatise ça, on te donne ça à, j'en sais rien moi, à la Chine, à la France, à la Russie. Et le jour où ces gens-là sont fâchés, tu deviens quoi? Et le gouvernement n'a pas la main mise dessus. Vous imaginez? Si le franc CFA a été remplacé par le débène ou le chéti, qui étaient les monnaies ancestrales de l'Égypte antique, rien ne changeait au problème. Parce que nos dirigeants, hommes et femmes, s'empresseraient de récupérer les milliards de francs CFA et d'euros pour les placer dans les banques en Occident.
pour investir en Occident, l'argent ne viendrait pas dans votre pays. Parce qu'ils sont programmés pour trahir. Ils sont programmés pour convenir avec les Occidentaux. Tous les moyens de trahison, de traîtrise à l'égard de leur peuple. Donc le franc CFA, est au second problème, est au second rang. Ce n'est pas ça le problème. Le problème véritable, c'est le changement d'hommes et de femmes à la tête de l'État. Et ce changement véritable ne peut passer que par la spiritualité. La spiritualité, c'est la gestion des rapports du monde visible au monde invisible. L'Occident contrôle les secteurs clés de l'économie africaine et, comme le dit l'auteur, le pouls économique industriel de l'Afrique bat en Occident. C'est fou, hein? Donc ici, la construction d'une main-d'œuvre bon marché. L'Afrique est transformée en réservoir de main-d'œuvre à bas coût. Les entreprises capitalistes occidentales décident elles-mêmes du prix du travail des Africains et maintiennent les salaires à un niveau très bas, sans réelle marge de négociation pour la population locale. Bah oui, ils ont la main mise partout. Tu n'as pas le choix. Les occupations physiques et l'exode vers l'Europe. Les différentes formes d'occupation et la pression sur le continent pousse les jeunes Africains à prendre la route de l'Europe, perçue comme la seule alternative pour survivre ou réussir. Les écoles africaines sont largement calquées sur un modèle européen. Les formations proposées ne correspondent pas aux besoins réels du marché africain. Résultat, une fois leurs études terminées, de nombreux jeunes ne trouvent pas d'emploi en Afrique et sont contraints de chercher du travail en Europe car leur formation sert davantage les intérêts occidentaux que le développement local. Voilà. Donc, il existe également une propagande à travers les séries, les films pour faire croire que l'Europe est meilleure. Donc, les formations qu'on te donne ne sont pas des formations qui t'aident à développer le pays, qui ne se calquent pas sur les besoins réels de l'Afrique. Ça se calque sur les besoins de l'impérialisme en Afrique. Sous couvert d'agences humanitaires, c'est ça que les humanitaires, là, j'ai trop du mal, de plus en plus. Plus tu connais de toute façon, plus tu as du mal avec l'humanitaire, parce que sous couvert d'humanitaire, ils sont sponsorisés par qui? Qui sponsorise ces voyages-là? Ces gens-là qui sponsorisent. En fait, l'humanitaire devient comme les influenceurs. Vous vous rappelez, quand Nestlé a distribué, soi-disant, de manière humanitaire, les produits laitiers à des mamans, elles ne produisaient plus le lait, puis on s'est mis à leur vendre ces produits-là qui coûtaient trop cher, donc les enfants sont morts. C'est des trucs, en fait, flemme. En gros, je vous dis simplement, l'information, elle est là, c'est très violent ce qui se passe, et je pense vraiment qu'il est temps que, comme le disait le capitaine Ibrahim Traoré, il est temps qu'on se réveille. Pour compléter ce chapitre-là, voici une petite vidéo de Ibrahim Traoré, du capitaine, qui va vous parler également. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Voilà. Sur le chapitre 2, il parle des acteurs du complot. Donc, les acteurs du complot. Donc, ici, vous voyez d'abord les Africains. Et donc là, il cite tous les acteurs recensés. Et après, il parle également des Occidentaux. Il rend d'abord en premier lieu les Africains responsables de cela. Donc, parmi ces relais africains figurent les dirigeants politiques
tant ils restent obéissants aux intérêts occidentaux. Ils sont protégés pendant leur mandat, soutenus par des moyens parfois scandaleux, frauduleux et antidémocratiques, maintenus au pouvoir grâce à l'appui des puissances étrangères. En échange, ces dirigeants appliquent fidèlement les politiques imposées de l'extérieur au détriment de leur propre peuple. Donc, on a également les intellectuels africains. Ils les comparent un peu comme des griots du régime. Ces intellectuels reprennent et diffusent des thèses négationnistes sur l'histoire africaine, élaborées par l'Occident, contribuant à la dévalorisation du passé et de l'identité africaine. C'est des thèses qui vont te dire, ah ben non, l'Égypte n'était pas noire. Les Africains n'ont rien inventé. Ils étaient là, ils ont vu les Africains qui n'avaient rien en fait, qui attendaient juste comme ça là. On était figés dans le temps, on attendait que l'Europe vienne nous colonisé au nom du Père, du Fils, et puis voilà. Donc, il y a également les chefs religieux qui participent au complot en ignorant la vision africaine du monde. Ils participent à l'aliénation spirituelle de la jeunesse en diffusant des croyances et des discours qui coupent les Africains de leurs repères culturels et spirituels traditionnels. En fait, ils nomment ça la sorcellerie, tout simplement. Quand tu vas essayer de te dire, bon, je veux honorer mes ancêtres, etc., ils te disent sorcellerie. Donc, il parle également des opérateurs économiques africains. En fait, il critique que, en fait, les puissances, vous voyez, les entrepreneurs, voilà, les entrepreneurs africains, ils disposent des moyens financiers nécessaires pour investir dans la valorisation de la culture et de l'économie et de l'identité. En fait, ils choisissent de ne pas le faire. Et leur inaction contribue indirectement au maintien du système de domination. Bref, en gros, il dit voilà que les opérateurs économiques qui veulent pas participer, ils veulent pas se mouiller, et en gros le fait que tu n'agisses pas, tu es aussi complice de manière indirecte. Je vais pas mentir, c'est aussi difficile, hein, c'est très difficile d'aller concurrencer une entreprise française sur place, parce que clairement ces entreprises-là ont le bras long, ils savent quel ministre corrompre, et de par l'aliénation de notre ministère et de par sûrement des allégeances à des sectes et tout, qu'ils sont tous ils participent tous, je suis obligé en fait de valoriser les investisseurs français sur place. C'est ça qui est triste en fait. Le 6 mai 2009, les Gupta ont dû passer une excellente journée. I commit myself to the service of our nation. With dedication, commitment, discipline, integrity, hard work and passion. Zuma accède au pouvoir. Leur pari fou a marché. Et tous leurs investissements vont enfin payer. Et leur première cible, ce sont les entreprises publiques. En Afrique du Sud, un peu comme en France, des pans entiers de l'économie sont trustés par des géants. Le transport aérien, les trains ou l'électricité. Ils ont des budgets qui se comptent en milliards. Et pour les Gupta, c'est synonyme de jackpot. Bien sûr, le président contrôle pas tout. Mais il dispose d'un pouvoir unique que les Gupta vont utiliser comme cheval de Troie. Le pouvoir de nomination. Le président nomme ses ministres. Par exemple, celui des entreprises publiques. Ministre qui va lui-même nommer à intervalles réguliers des gens dans les conseils d'administration des sociétés de l'État. Ainsi, par contamination, les Gupta vont un à un faire basculer les boards en leur faveur. Les trains, les avions, l'électricité. Notre petite famille d'épiciers indiens va prendre le contrôle des plus grandes entreprises du pays, dans le plus grand calme, sans que personne ne voit rien. Une fois dans la place, ils mettent en place un racket systématique. Chaque fournisseur doit désormais surfacturer de 10 ou 20% et exfiltrer la différence sur des comptes secrets à Hong Kong ou à Dubaï. Ensuite, il va parler des gouvernements occidentaux, donc les élites politiques et administratives qui renforcent les relations néocoloniales, comme la France-Afrique, pendant leur mandat. Et ces responsables agissent activement pour piller les ressources africaines, pour continuer à faire les coups d'État, mettre en place des émeutes programmées. Ces dirigeants occidentaux ne sont souvent que des exécutants recevant eux-mêmes des ordres de la sphère de pouvoir encore plus élevée. Il y a également les intellectuels occidentaux. Certains intellectuels occidentaux se proclament spécialistes de l'Afrique. Ils publient des analyses biaisées et erronées contribuant
à une mauvaise compréhension du continent et justifiant les politiques de domination. Il y a également les institutions internationales et financières en fait qui jouent un rôle central dans ce complot. Des organisations comme le FMI, l'OMC ou encore le tribunal pénal international imposent des décisions jugées injustes, arbitraires et humiliantes aux États africains. Dans ces instances, les Africains ne sont souvent que des figurants sans réel pouvoir de décision. Il y a également les multinationales contrôlent les secteurs stratégiques tels que l'eau, l'électricité, donc j'en parlais précédemment, les transports ferroviaires, aériens. Elles obtiennent ces marchés grâce à des appels d'offres truqués, parce qu'il faut toujours faire des appels d'offres et après on met l'entreprise la plus adéquate. Mais en fait, le problème c'est que ces appels d'offres sont truqués et facilités par la corruption. Et cela permet en fait de s'approprier des ressources vitales de la société africaine, des différents pays africains. Que ce soit pour construire une route, équiper une école en mobilier, moderniser un système informatique, dès qu'une collectivité a besoin de quelque chose, elle passe des contrats avec des entreprises privées. Comme c'est pas son argent qu'elle utilise, mais celui du contribuable, elle doit emprunter un canal spécifique. Elle doit faire une mise en concurrence. Or, l'État, c'est le premier acheteur du pays. Donc, ces marchés publics, quand on les gagne, c'est le jackpot. Alors, comment on douille le système? Comment on s'assure de gagner à tous les coups? C'est simple. Vous allez payer celui qui organise les appels d'offres. Et en échange, vous décrochez les contrats sans concurrence. Vous êtes le seul à soumissionner, ou alors les autres sont disqualifiés pour une raison à la con. Et au final, en fait, quasiment l'ensemble des agents du CIAC, c'est avant même qu'un marché soit lancé, que ce marché-là, de toute façon, il ira à tel candidat. Il y a également la franc-maçonnerie, qui est également un acteur du complot. La franc-maçonnerie, en fait, c'est un réseau d'influence reliant certains dirigeants africains aux intérêts occidentaux. L'auteur décrit cela comme une fausse fraternité fondée sur le serment d'allégeance qui pousse les dirigeants africains à agir contre les intérêts de leur propre peuple. Usines de production de traîtres, que sont la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, accessoirement, la Lions Club, il y a une autre dont j'ai oublié le nom. En tout cas, à travers ces sectes, ces autres sectes sataniques, c'est pas dans nos langues, mais ce sont eux qui l'ont inventé, et ces sectes sont sataniques. Ces sectes sont malveillantes, sont malfaisantes. La franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix, surtout, sont des usines de production de traîtres. Ils ont donc produit des traîtres africains pour leur confier la gestion de ce qu'ils continuent de considérer comme le bien propre, c'est-à-dire l'Afrique. Donc, au chapitre 3, le mode opératoire du complot. En fait, le complot passe d'abord par l'aliénation spirituelle. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé précédemment. Ce sont toutes les religions importées, le christianisme, l'islam. Donc vous les connaissez tous. Et le fait en fait d'avoir délaissé le fait de prier nos ancêtres. Donc au niveau de l'aliénation culturelle, le complot passe par la dévalorisation systématique de la culture africaine. Donc on convainc les Africains que leur peuple est insignifiant et n'a pas de valeur. Leur histoire ne mérite pas d'être étudiée ni d'être respectée. En troisième, donc l'organisation de la misère. L'organisation de la misère passe par le fait que un peuple organisé est une somme de volonté et d'intelligence complémentaires orientées vers un objectif commun. Or, l'Afrique est divisée par des idéologies concurrentes, des appartenances religieuses opposées, des intérêts divergents. Cette désorganisation, malheureusement, empêche la concentration des forces et réduit considérablement la capacité d'action collective, ce qui va soutenir le maintien du continent dans un état de faiblesse structurelle. 3.1. Le mythe de la pauvreté africaine. Donc, le doyen remet en cause l'idée selon laquelle l'Afrique serait pauvre. Il distingue les richesses artificielles qui sont produites par l'intelligence humaine et les richesses naturelles qui sont impossibles à reproduire. Donc, l'Afrique, elle est pleine de richesses naturelles et les richesses artificielles, je pense que si
on arrive à enfin être tranquille, à enfin ne plus souffrir de ces différentes guerres, de ces différentes attaques terroristes, en fait, on arriverait certainement également à créer ces richesses artificielles. L'Afrique détient, selon le doyen, le record des privatisations, y compris dans les secteurs vitaux comme l'eau, l'électricité, la communication, les transports. Le fait de privatiser les compagnies de nécessité vitale, en fait, c'est ultra dangereux et voilà, et ça pousse vraiment à ce système de corruption. Parce qu'en effet, cette situation crée une dépendance extrême vis-à-vis des sociétés souvent occidentales qui contrôlent des services essentiels. Et donc, ça pourrait également pousser à recoloniser légalement l'Afrique parce que si tu contrôles l'eau, l'électricité et la communication ainsi que les transports, je veux dire, le pays, tu détiens en fait le pays tout simplement. Et donc, tout cela est facilité, bien sûr, à cause des politiques qui sont en place et ils ne voient pas plus loin que le bout, en fait, de leur intérêt personnel. Il y a également la corruption. Voilà, la corruption, ça prospère grâce à plusieurs sources principales, donc la privatisation, les aides, les prêts extérieurs, les dons internationaux, etc. En fait, voilà, tout cet argent ne va jamais servir au but pour lequel il a été collecté, malheureusement. Les dettes contractées notamment pendant les années 80 continuent de croître malgré les remboursements. Cet endettement perpétuel maintient les États africains dans une dépendance financière permanente, limitant leur souveraineté politique. Il y a également le sabotage de l'enseignement et des formations. L'enseignement africain est volontairement saboté car la mission principale de cet enseignement devient la production de main-d'œuvre peu qualifiée et très abondante. Elle est destinée à servir les entreprises capitalistes et néo-capitalistes et il ne vise pas à former des esprits créateurs autonomes et dirigeants. Ou alors, on en parlait aussi précédemment, les formations qu'on va donner à la jeunesse africaine, ça va être des formations qui n'ont que des débouchés en Europe. Quand ils restent sur le marché africain, ils n'auront pas de débouchés, ils n'auront que des débouchés en Europe. Donc, ce qui crée la fuite des cerveaux. Parce que plus haut, en fait, il n'y a pas d'infrastructure qui va accueillir ces élèves-là, en fait, qui sortent diplômés de ces écoles. Il part du fait que, en fait, les gouvernements n'investissent pas énormément dans tout ce qui est loisirs, sport, etc. Et le manque de cet investissement explique pourquoi de nombreux talents africains, notamment sportifs et artistiques, sont repérés et formés par l'Occident, malheureusement. L'entretien du chômage. Plusieurs facteurs contribuent au chômage structurel, le manque de financement, l'absence de formation en gestion, les pressions familiales liées à la pauvreté, les obstacles administratifs et économiques. Tous ces éléments empêchent une réduction significative du taux de chômage, malheureusement. Le point 3.8, la dégradation du système de santé, ça, voilà. Donc ça, on le sait, en Afrique, le système de santé est très déplorable. Il y a une prolifération de pharmacies ambulantes non contrôlées, des médicaments de mauvaise qualité, des hôpitaux sous-équipés. En fait, l'Afrique est également coupée de son pouvoir médical traditionnel et elle devient totalement dépendante des systèmes occidentaux, ce qui accentue le sentiment d'impuissance collective. Au point 4, la destruction des valeurs fondamentales. En fait, dans les valeurs fondamentales africaines, il y a notamment le respect de soi, l'humilité, la retenue et la réflexion. Selon l'auteur, une fois coupée de ses repères, une partie de la jeunesse sombre dans des comportements autodestructeurs. Cela, c'est une conséquence directe de la rupture avec la nature profonde des Africains et de leur cadre éducatif originel. En 5e point, il parle de la célébration de la colonisation. Donc, un des mécanismes les plus violents du complot est la célébration persistante de la colonisation en Afrique, souvent avec la complicité ou l'indifférence des dirigeants africains eux-mêmes. Il dénonce le fait que les figures coloniales responsables de violences massives contre les populations africaines continuent d'être honorées à travers des statues, des noms de rues, des noms de villes, voire des noms d'États. L'auteur cite notamment des colons dont l'action fut marquée par des massacres, mais il demeure symboliquement glorifié. Pour lui, cette célébration constitue
un des plus grands crimes. En fait, le fait de célébrer ces colons, ça crée des égrégores, ça crée des énergies qui nourrissent en fait ces forces-là. Au lieu de donner ces énergies pour nourrir les forces ancestrales, on donne encore de l'énergie aux ancêtres des autres et on continue à faire vivre leur nom. Vous savez, le fait qu'ils viennent, là, une des premières choses que la colonisation a fait, c'est de changer nos noms. Moi, j'ai un prénom vraiment de vieille femme blanche, quoi. Et il y a une dame, justement, qui me dit, mais comment ça se fait que tu t'appelles comme ça? C'est vraiment bizarre de voir un noir qui s'appelle comme ça. Et là, je lui dis, vous savez, oui, c'est vrai que c'est très étrange. Il y a ma mère qui a aussi un nom de vieille femme blanche. Ma soeur, elle a un nom de vieille femme blanche. En fait, c'est fou. Ils savent pourquoi ils ont fait ça. C'est des égrégores. C'est pour faire continuer à faire vivre leurs ancêtres. Il parle en point 6 également du silence entretenu sur les modèles africains, de figures comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Ruben Onyobé. Et il parle aussi des figures de la diaspora comme Marcus Garvey, Malcolm X. Et il dit que la jeunesse africaine a besoin de ces figures, des figures à admirer, égaler ou dépasser. Et selon lui, les grands leaders africains et afro-descendants sont absents des programmes scolaires, ils sont marginalisés dans les médias ou volontairement effacés de la mémoire collective. En numéro 7, il parle d'une démocratie de façade. Donc ça, la démocratie de façade, je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde est au courant maintenant, parce qu'il décrit en fait la démocratie africaine comme une démocratie factice, largement inaccessible aux populations. Il souligne que l'Afrique est divisée entre la francophonie, l'anglophonie, la lusophonie, et plus de 80% de la population ne maîtrise aucune de ces langues coloniales. Bien sûr, ma grand-mère au village, elle ne parlait pas le français correctement. Donc, la plupart de nos aïeux et même d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école aujourd'hui, ils ne parlent pas les langues coloniales. C'est une réalité. Dans ces conditions, la majorité des Africains est exclue du débat politique. Ils sont incapables de comprendre les discours, les lois ou les programmes électoraux. Les élections deviennent alors, selon l'auteur, des simples mises en scène sans véritable participation populaire, renforçant la confiscation du pouvoir par une élite restreinte. En point 8, il parle de ton expulsion déguisée de l'Afrique. Certains gouvernements ont mis en place des dispositifs comme Frontex, officiellement destinés à surveiller les côtes africaines et à freiner l'immigration. Les accords ont été signés par des États africains, accompagnés des financements importants pour lutter contre l'exode de la jeunesse. Cependant, ces fonds ont souvent été détournés et n'ont pas servi à créer des solutions durables sur le continent. Voilà. Il parle également, bien sûr, et encore, de la franc-maçonnerie. Pour lui, c'est un piège politique. Il dit que l'accès aux postes de haute responsabilité serait conditionné par l'appartenance à certaines loges. Les dirigeants africains y occupent souvent des positions subalternes. Ils sont contraints d'obéir à des ordres venus de sphères supérieures. Et selon lui, seuls les Africains considérés comme malléables et prêts à servir les intérêts extérieurs seraient admis, faisant de cette structure un outil supplémentaire de domination politique. Voilà en ce qui concerne en fait le mode opératoire du complot. Donc nous allons passer au chapitre suivant. Après le mode opératoire, une fois que tu sais comment ça fonctionne, maintenant tu te dis le fonctionnement là, à quoi ça mène? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée ceci, que l'Afrique noire est présentée comme un continent condamné à la famine, les épidémies, les dépendances chroniques, à l'aide étrangère, la mendicité internationale, l'incapacité à se prendre en charge, le fatalisme. Cette image n'est pas naturelle, mais le résultat d'un long processus historique qui a commencé avec l'esclavage transsaharien, après l'esclavage transatlantique, la colonisation, le néocolonialisme, l'impérialisme, le capitalisme. Donc voilà. Voilà toute cette forme d'esclavage qui n'est jamais finie en fait, qui a juste changé de nom et de forme, mais qui reste. 2019, I was invited to the first Russia-Africa Summit to be held in Sochi. And they were actually, I think, all heads of states of Africa were there. So I think at least 50 were present at that summit, and I was invited to speak. I had a 7-minute speech to do, which I did,
And after that 7-minute speech, Emmanuel Macron went mad because, well, I talked about France-Afrique, which is the core of my struggle, and he didn't like it. So when I returned to Ivory Coast, because I was living in Ivory Coast back then, when I returned to Ivory Coast, he had a phone call with the president of Ivory Coast, and I got arrested, I got detained, and then I got expelled from Ivory Coast to Switzerland. That's how I come back to Switzerland, actually. That's, usually they expel black people from Europe to Africa. I was expelled from Africa to Europe, which was... Mais j'ai mis en fait cette vidéo-là parce que, en fait, là, ils te disent les indépendances n'ont pas restauré la souveraineté réelle. Donc là, il t'explique, Nathalie, en fait, Yamb, elle explique que voilà, elle a dû participer à un congrès, à un sommet, voilà, où elle a été appelée à faire un discours, en fait, à Sochi, je crois, en Russie. Et donc, suite à ce sommet-là, où elle dénonçait, en fait, les rapports France-Afrique, elle dénonçait, en fait, comment l'armée française, enfin, la France, en fait, soumettait toujours l'Afrique, l'armée française, en fait, venait soi-disant aider les Africains à se développer, mais en fait, il les affaiblissait comme ça. On dépendait toujours de la France pour pouvoir nous défendre en cas d'attaque. En gros, on savait qu'on était trop faible sur la France. Créer en fait une dépendance, vraiment comme toutes les relations toxiques. Tu vois, tu crées une dépendance pour que la personne, tu as l'impression que, et tu l'isoles. Tu ne veux pas qu'elle ait des rapports avec d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Nathalie Yamb, quand elle va dénoncer ça à Sochi, après, elle revient en Côte d'Ivoire où elle habitait à l'époque. Le président français appelle le président ivoirien et lui dit, elle là, il faut la sortir de votre pays, il faut la sanctionner pour ce qu'elle a osé dire sur moi. Le président qui est censé être un président souverain, dont on a même, Nathalie, elle n'a même pas parlé de ce président là-bas. Donc, on prend Nathalie Yamb, on la dégage parce qu'elle a parlé de la France, hein, parce qu'elle éveille les consciences sur le territoire africain. Donc, on lui dit, on ne veut pas de toi en Afrique. Tu vois, comme il disait Ibrahim Traoré, à chaque fois que le président français tire les ficelles, le président ivoirien danse. Et quand elle demande de l'aide à la Suisse qui est censée être neutre, n'est-ce pas? On parle de la neutralité suisse. La Suisse leur dit, le harki parle à 3 singes. Je ne vois pas, je ne parle pas et je ne sais pas. Donc c'est un peu ça qu'elle explique un peu en anglais dans cet extrait. Donc voilà, là c'est la deuxième partie. Donc voilà, la suite les conséquences en fait du complot. Non seulement les États ne sont pas libres, on a cité 9 choses précédemment qui parlaient comment le complot agissait, le mécanisme d'action du complot. Et là, on te dit, voilà, les conséquences, c'est que la jeunesse africaine rentre dans le banditisme, dans la prostitution, l'argent facile. Donc, ils sont prêts à tout pour de l'argent. L'afrophobie, c'est vraiment ce que Nathalie Yamb parlait, du fait que le président ivoirien, il n'a pas pensé à cette maman-là, il a juste dit, renvoyez-la en Suisse. Maintenant, à nouveau, elle fait face à des grosses sanctions, justement pour les mêmes choses, mais elle ne lâchera pas parce qu'il ne faut plus lâcher. Il y a eu, que ce soit aux États-Unis, partout à travers le monde, quand je parle de Mandela, quand on parle de Malcolm X, quand on parle de Ruben Nyong'be, quand on parle de tous ces révolutionnaires-là, à chaque fois qu'il y a eu des révolutions, au final, que ce soit de manière douce ou de manière violente, on trouve toujours un moyen de calmer la population en leur accordant des faux semblants, des fausses libertés, des fausses choses. On attend toujours cette vraie liberté que nos ancêtres ont commencé à se battre pour et qu'on nous a donné en fait des espèces de fragments. Maintenant, on veut cette liberté entièrement. Et donc voilà, cette afrophobie qui est le rejet de soi, la jalousie, la haine envers ses propres frères et ses sœurs noires, l'acceptation inconsciente de l'opulence des autres peuples comme normal. Le noir finit par s'identifier d'abord à une langue coloniale, francophone, anglophone, lusophone, ou à des religions importées, chrétiennes, musulmanes, juifs, avant de s'identifier d'abord à son peuple, à sa couleur de peau. Mais je pense que la couleur de peau, ça sert à rien parce que honnêtement, il y a tellement beaucoup de noirs vendus qu'il faut juste s'identifier aux personnes qui ont les mêmes idéaux
Les mêmes modes de pensée que soi en tant que noir. Ce n'est pas que le noir de couleur de peau qui va aller, parce qu'honnêtement, il y a également beaucoup de blancs qui veulent cette libération de l'Afrique, qui veulent en fait que l'Europe arrête de s'immiscer dans les affaires africaines. Bon, elles sont très peu, on les voit pas beaucoup sur les réseaux, hein, mais je sais qu'il y en a. L'enrôlement dans l'armée et la police contre le peuple. Donc au final, en Afrique, comme on le voit souvent, les militaires, quand tu les vois, c'est pour fouetter ou racketter de l'argent à des personnes, au peuple en fait. Voilà, le militaire ne travaille plus pour protéger le peuple, il travaille pour protéger voilà, celui qui lui fait vivre, celui qui donne l'argent. En fait, pour l'argent, tu perds tes valeurs. Ce système pousse indirectement les jeunes à l'exil, l'immigration clandestine, la mort sur les routes d'émigration. Sans reconquête de la souveraineté mentale, culturelle, politique, l'Africain risque de devenir un étranger chez lui et partout. Donc au chapitre 5, il parle maintenant de comment faire échouer le complot. Donc l'Afrique appartient à sa jeunesse. La mission historique de la jeunesse africaine est la réappropriation totale du continent afin de le transmettre libre, souverain et digne aux générations futures. L'éducation, la résistance organisée et la conscience raciale sont les piliers de cette libération. Les dirigeants africains ont failli à cette mission éducative et cherchent consciemment ou non à livrer l'Afrique aux intérêts étrangers. La jeunesse ne doit ni accepter ni tolérer cette trahison. Il cite Frantz Fanon en disant « Chaque génération doit découvrir sa mission et la remplir ou la trahir. Par tous les moyens nécessaires, Malcolm X. » Maintenant que tu sais tout ce qui se passe, tu connais le complot qu'on est en train de faire pour t'éloigner de toi, t'éloigner de ta mélanine, t'éloigner de tes terres, t'éloigner de tout, et tu connais par quels moyens ils sont en train de le faire. Il va donner les solutions maintenant, comment ne plus te faire avoir, et donc, et comment justement, quelle est ta mission de vie actuellement dessus. Non, moi je leur dirais simplement, et je rappellerai à certains que le monde visible n'est rien sans le monde invisible. D'ailleurs, les anciens le disent, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice versa. Les deux mondes sont imbriqués l'un dans l'autre. On ne peut rien réaliser ici de bon sans connexion avec l'invisible. Mais pour donc se connecter avec l'invisible, il faut se connecter à ses ancêtres que de se connecter aux ancêtres de notre peuple. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'ils sachent que l'essentiel c'est ça, la démarche, l'essentiel c'est ça, c'est de s'adresser à ses propres ancêtres et que les prières ne sont pas un mystère. Tout le monde peut construire une prière adressée à ses ancêtres. Le début, c'est la reconnexion aux ancêtres. Comme il le préconise dans son livre, il va vraiment passer étape par étape. Mais il dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et il dit que ça commence d'abord par le spirituel avant d'être dans le physique. Le combat n'est pas dirigé contre l'homme blanc. Voilà. En gros, il précise que c'est vraiment les idées de l'impérialisme qu'on combat ici. Ce n'est pas l'homme blanc, ce n'est pas non plus vraiment l'homme noir en général qui est le problème. Et il dit que le combat est dirigé contre l'idéologie impérialiste, capitaliste, les idées de domination, les comportements de soumission et de trahison. Pour résister, il faut se connaître. Il faut aller se reconnecter à ce qu'on est. Les traditions africaines enseignent que rien de durable ne peut être accompli dans un monde visible sans l'appui du monde invisible. Cette connexion s'opère par des prières, des invocations, des rites et des offrandes qui fonctionnent comme des énergies traversant la force vitale universelle. Un peuple, bon, là il parle aussi de vibrations, il parlait des vibrations, de dire, voilà, quand tu pries, il y a une espèce de les mots que tu utilises. Vous voyez, tu ne vois pas mes paroles sortir de ma bouche, mais ça vibre et ça va dans une autre dimension pour toucher les personnes à qui tu t'adresses. Un peuple coupé de ses ancêtres devient vulnérable et naïf et manipulable. C'est précisément ce qui est arrivé à la jeunesse africaine, devenue la seule au monde à tourner le dos à ses propres ancêtres pour invoquer ceux d'autres peuples, parfois même méprisants envers l'Afrique. Cette rupture spirituelle est une cause majeure de l'errance actuelle. Il poussait le peuple à manifester de manière pacifique avec des slogans tels que non-assistance à jeunesse en danger, voilà. Et que ce soit vraiment des manifestations un peu simultanées et répétées. La répétition crée une pression constante sur les dirigeants et leurs soutiens étrangers. Bien sûr, il parle également d'enrôlement stratégique dans l'armée.
car l'armée est le seul véritable contre-pouvoir en Afrique. Les dirigeants craignent l'armée lorsqu'elle est consciente et patriote. Les divisions religieuses, ethniques et linguistiques sont les armes contre la jeunesse africaine. La solidarité raciale existe chez les autres peuples. Elle doit exister chez les Africains. La souffrance de tout homme ou femme noire, où qu'il soit, doit être ressentie comme une souffrance personnelle. Le principe fondamental est que tu es d'abord noir, ensuite noir et enfin noir avant toute autre identité religieuse, linguistique ou idéologique. Les frontières africaines actuelles sont artificielles. Aucun État africain isolé ne peut résister aux puissances néocoloniales. L'unité politique régionale ou continentale est une nécessité vitale. Une Afrique fédérée aurait un potentiel économique supérieur à celui de nombreuses puissances occidentales. Retrouver confiance en soi. Les dirigeants africains ont inculqué l'idée que la capacité serait un trait naturel du noir. Cela, c'est une idée fausse et destructrice. La pensée africaine enseigne que le cœur est le siège de l'intelligence. L'être humain porte en lui l'héritage de ses expériences passées. Les afro-descendants ont démontré leur génie à travers d'innombrables inventions. Voilà ici le téléphone, l'ascenseur, le congélateur, les freins. En gros, il dit que dans ce chapitre que la libération de l'Afrique passera par l'éducation, la résistance organisée, la conscience raciale et l'unité politique, la confiance en soi. La réappropriation de l'Afrique est le seul projet sacré digne de sacrifice de la jeunesse africaine. La pensée traditionnelle africaine enseigne que le cœur est le siège de la conscience et l'intelligence de la mémoire. Chaque être humain porte en lui des espérances accumulées par ses ancêtres et ses vies passées. La jeunesse africaine doit impérativement se réapproprier la connaissance de la tradition africaine. La tradition n'est pas une survivance du passé, mais la mémoire vivante d'un peuple. Elle regroupe ses attitudes, ses comportements, ses valeurs. Connaître la tradition africaine, c'est découvrir la grandeur des ancêtres et de se réconcilier avec eux. Et bien sûr, en dernier, pour faire échec au complot, il préconise de rentrer dans des sociétés secrètes africaines. Quant à la société secrète, c'est la suite logique. La société secrète, c'est une institution où on entre après avoir eu les yeux ouverts. C'est la suite logique de l'initiation. Les yeux sont ouverts sur les objets sacrés, que d'aucuns appellent fétiches. Mais ce n'est pas grave, ne jette pas le mot fétiche. Parce qu'aucune tradition ou aucune religion ne mérite son nom si elle n'est pas capable de production magique pour régler les situations. Donc la société secrète, c'est une structure dans laquelle on rentre avec des conditions qui permettent d'ouvrir les yeux sur les objets sacrés et donc d'entamer une formation qui va permettre au fil du temps de maîtriser les arcanes de la vie, de maîtriser la connaissance et la pratique de la haute magie. Donc voilà ce qu'il en est pour faire échec au complot. Bon voilà, il y a plusieurs étapes, il y en a 7 en tout. La seule chose à laquelle Johannes Kabet n'a pas encore pensé suffisamment, c'est que ces organisations secrètes auxquelles ils appartiennent, francs-maçons, Rose-Croix et autres, pratiquent la magie. Eux savent que la spiritualité, c'est la gestion des relations du monde visible au monde invisible. Mais au lieu que la gestion soit harmonieuse, pour eux, la gestion est déséquilibrée pour profit uniquement des intérêts terrestres. C'est-à-dire ils utilisent les forces du monde invisible, particulièrement les forces négatives, pour se maintenir. Ce n'est pas seulement par le biais des arts, c'est surtout par le biais du contrôle du mental de leurs victimes, qui sont en particulier, en plus grand nombre, les Africains. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le projet, c'est l'Afrique sans les Africains. Donc, ici, pour conclure, il dit jeunesse africaine face à ce destin truqué qui t'est imposé avec la complicité consciente ou inconsciente de tes propres dirigeants, il ne te reste qu'une seule voie possible, celle de l'honneur. Cette voie, elle cède de l'action lucide, volontaire et déterminée pour la réappropriation de ton Afrique. Mais n'oublie jamais ceci, personne ne viendra te sauver. Tu ne peux compter que sur toi-même, sur ta conscience, sur ta responsabilité historique
et sur ta capacité à reprendre en main ton destin collectif. Jeunesse africaine, la seule chose, la seule voie qui te reste à faire, c'est la voie de l'honneur. C'est honorer déjà tes ancêtres et honorer ta descendance. Ce sont les maîtresses et les mères des acteurs qui sont encore les gardiennes de la quintessence, de la substance de la mère primordiale, la vraie connaissance, la maîtrise de l'énergie du naturel, qui leur permet, s'ils veulent, de demander à la pluie d'attendre qu'ils terminent le cérémonie, qui leur permet, s'ils veulent, d'emprunter, voler une aile du vent pour aller faire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire et revenir, qui leur permet de traverser une forêt en empruntant le corps d'un animal protecteur, le lion ou l'éléphant ou la panthère, ou même l'hyène, qui leur permet de séjourner dans l'eau pour y faire leur sieste ou pour converser avec les animaux. Ils ont tout ce pouvoir. Ils ont le pouvoir en un clin d'œil de se déplacer d'un pays à un autre. Exactement comme les paroles que tu prononces au téléphone quand tu es aux États-Unis et qui arrivent à l'instant même ici en Afrique. Ils ont ce pouvoir. Et réellement, ils l'ont. Mais ils ne l'utilisent pas pour quoi faire. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Il faut donc les informer et leur demander de venir en aide. Ils vont te venir en aide et en moins de 24 heures, tous nos dirigeants là, vont disparaître, vont les faire partir. Ils ont des panoplies de punition. Ils savent comment les punir, ils savent comment les éliminer. Notre combat, ce n'est pas de nous attaquer à la franc-maçonnerie, aux dirigeants de la franc-maçonnerie, aux dirigeants de ceux qui veulent détruire l'Afrique comme Bill Gates et l'OMS, Organisation mondiale secrète de surveillance de la santé, dans les associations criminelles. Notre travail n'est pas pour ça. Notre travail, c'est de faire en sorte que ces organisations et ces gens-là n'aient pas de relais chez nous. Ils n'ont plus de relais chez nous. Ils ne peuvent plus nous contrôler. Nous sommes nous-mêmes. Alors il faut que tu sois toi-même. Il faut récupérer ton continent. C'est toi seul qui peux le gérer selon tes propres intérêts. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Pour la dernière partie, voici mon analyse du livre. Et en fait, il faut qu'on quitte la table du jeu. Voilà. C'est ça qu'il dit dans ce livre, quittez cette table du jeu-là parce que le système il est beaucoup trop corrompu, il est beaucoup trop dégueulasse. Vous n'y pourrez rien y faire. À tout cela, mieux vaut quitter la table du jeu directement et aller vous reconnecter à vos ancêtres. C'est ce qu'il dit. Donc pour lui, il n'y a pas de... On va passer dans les urnes, on va changer, on va dialoguer, Il dit non, il faut quitter de là. Pour l'auteur, le système est verrouillé, organisé, structuré depuis des siècles. Esclavage, colonisation, néocolonisation, impérialisme financier. Donc, il parle vraiment du fait qu'il est temps vraiment d'apporter sur le marché des nouvelles méthodes. Il cite en fait les révolutionnaires tels que Sankara, Lumumba, Malcolm X, parce que en fait, c'est pour dire que la libération... une libération réelle ne s'obtient pas en fait en quémandant. Elle est obtenue par contrainte. Il faut vraiment que la personne qui te domine soit juste convaincue qu'elle doit dégager. Ce n'est pas parce que elle est gentille qu'elle va quitter la domination. C'est parce que tu la pousses à la porte en fait. Tu la pousses à se barrer. Il a écrit ce livre-là en disant il y a de l'espoir. Et c'est vrai qu'il le dit clairement, quittez la table de jeu, parce que ce jeu-là, dans tous les cas, vous allez perdre. N'allez pas faire ce que, comme eux, ils veulent que vous fassiez. Réécrivez, reconnectez-vous et combattez spirituellement avec eux. Parce que ils combattent spirituellement, mais dans le noir, ils te le disent pas. Toi, combat spirituellement et fais ce que tu n'as jamais fait avant. C'est la seule manière. Et qu'à chaque fois que toi, tu vas essayer de prendre les armes, ton sang t'envoûte. Ton sang crée de la force à leur égrégore.
Donc le sang que tu vas laisser couler de toi nourrit leur égrégore. Le combat de Doumbé Fakoli, c'est pas un combat de noirs, c'est un combat d'idées. C'est un combat d'un système qui veut oppresser les autres, qui ne vit que de l'oppression, qui ne se nourrit que de l'oppression, de la pauvreté de certaines personnes, juste pour le confort de certaines élites. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne pour une Afrique libre, unie et éveillée.